monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures de février, toujours dans l'optique de ce challenge 100 livres en 2025. Ce mois-ci j'ai lu 8 livres. Alors j'ai un peu moins lu qu'en janvier, surtout à la fin du mois parce qu'il y a eu les vacances scolaires. Et comme j'étais en vacances, j'ai moins passé de temps seule et j'étais avec plus de monde. Et forcément, quand on n'est pas tout seul, on a tendance à moins lire parce que la lecture, c'est une activité proprement individuelle. Ce mois-ci, j'ai eu moins de coups de cœur ou de lectures vraiment incroyables que le mois dernier, mais j'ai quand même réussi à lire plein de livres et de genres variés. Et donc on va commencer sans plus tarder avec le livre que j'ai le moins aimé. Donc je rappelle le principe, à chaque fois je vous parle des livres que j'ai lus et j'attribue une petite note sur 10 par ordre croissant. Je vais commencer donc tout de suite avec Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un livre que j'ai relu en fait, c'est une relecture et non pas une première lecture. J'aime bien relire de temps en temps certains livres. Celui-ci je l'ai pas relu parce que je l'adorais, mais simplement parce que je ne m'en souvenais plus. Et donc j'avais très envie de le relire parce que c'est un livre que j'aimerais faire étudier plus tard à mes élèves dans une séquence sur la littérature d'idées. Donc je me suis dit que voilà, c'était un classique qu'il fallait relire. J'aime bien Victor Hugo en règle générale et j'adore la question de la peine de mort. Dernier jour d'un condamné, c'est comme son nom l'indique, le récit du dernier jour d'un condamné. Victor Hugo avait écrit ce roman, donc qui est de la fiction, pour en fait argumenter contre la peine de mort. Donc c'est de l'argumentation indirecte. La particularité de ce roman et ce pourquoi il a été critiqué, c'est qu'en fait on ne connaît ni l'identité du condamné ni le motif de sa condamnation, ce qui permet à la fois de rendre son cas universel et de permettre au lecteur de s'apitoyer et en même temps d'éviter qu'on veuille condamner ce condamné. Donc Victor Hugo il est très malin de nous présenter la peine de mort sous cette forme. Cependant ça a un gros désavantage, c'est que le lecteur, la lectrice que je suis, ne s'attache pas du tout au personnage. C'est en fait une longue plainte, une longue agonie de quelqu'un qu'on pourrait presque qualifier d'un pleurnicheur en fait, qui fait pas face à la mort. Il explique pourquoi, voilà, il ne mérite pas sa mort, il a une petite fille, il a une épouse qui est un peu démente. L'idée c'est vraiment de s'apitoyer sur ce personnage qui est vraiment pitoyable pour le coup. Et surtout ce qui est un peu décevant, moi je trouve, c'est la fin, parce que la fin c'est un récit à la première personne, mais à la fin en fait, au moment de monter sur l'échafaud, on n'a pas vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si le récit se termine, on a juste l'indication de l'heure de la journée à laquelle il devait être exécuté, et ça se termine comme ça. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier, 3 petits points, et ensuite en gros en lettres capitales, 4 heures. Bon, on s'imagine bien qu'il est passé sous le couperet de la guillotine, mais en même temps, je trouve que c'est terminé en fait toute une argumentation d'ampleur sur la peine de mort, comme un ballon en fait qui se dégonfle. Ma relecture m'a quand même permis de voir que au début, il y a une espèce de petite pièce de théâtre, un peu comme la critique de l'école des femmes devant l'école des femmes de Molière, avec des personnages qui discutent à propos de ce roman. C'est Victor Hugo qui l'a écrite, cette petite pièce de théâtre, et donc on a tous les détracteurs de cette pièce de théâtre, détracteurs fictionnels, qui mettent en avant les défauts. À la fin, il y a la préface de 1832 que je n'ai pas encore lue, mais que j'ai feuilletée, et dans laquelle Victor Hugo explique son projet, et je pense que là c'est pareil, c'est un véritable réquisitoire contre la peine de mort. Je trouve que ça manque de subtilité, je trouve qu'on ne s'accroche pas véritablement au personnage principal et que malheureusement pour moi Hugo manque un peu son objectif. Cependant ça reste une œuvre intéressante, assez courte à lire, hein. C'est un roman assez court. C'est Victor Hugo dans toute sa splendeur avec tout un tas de figures de style, de grands styles et compagnie. J'ai mis la note de 5 sur 10, donc tout pile la moyenne. Ensuite on va continuer avec un Laetitia Colombani, Le Cerf-Volant. C'est le deuxième Laetitia Colombani que j'ai lu, j'en ai présenté un déjà en janvier, donc Les Victorieuses. Et en fait c'est toujours le même topo. Je me rends compte que chez Laetitia Colombani c'est toujours le même schéma. En gros, il y a une femme d'une quarantaine d'années qui a une bonne situation sociale, culturelle, qui tombe en dep suite à un événement traumatique. Elle va, pour se sortir de cette dépression, aller au secours de la veuve et de l'orphelin dans des situations qu'on pourrait qualifier un petit peu de gênantes. Par exemple, dans Les Victorieuses, c'est une avocate qui fait un burn-out, qui va pour une thérapie, être écrivaine publique volontaire, donc bénévole, pour un foyer de femmes en grande précarité alors qu'elle vit dans un luxe inouï. Et là, pour le coup, dans Le Cerf-Volant, c'est une Française professeure
qui va pour soigner son traumatisme. En fait, elle a perdu son mari dans un attentat dans l'établissement où elle enseignait. Et bien, elle va en Inde. Voilà. Donc, pareil, sauver la veuve et l'orphelin, elle va avoir envie de créer une école en Inde. Alors, comme d'habitude, c'est toujours plein de bons sentiments, de bien-pensance, de bienveillance, et ça finit toujours bien. Le problème, c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, que c'est tout simplement irréaliste. C'est pareil, il n'y a pas vraiment de style, c'est toujours doux, fluide, facile à lire. C'est le même genre de lecture, hein, donc feel good. À lire si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez envie de passer un plutôt bon moment, mais sans vraiment avoir une lecture très exigeante. Je suis personne hein, pour juger Laetitia Colombani, mais voilà comment je l'ai ressenti. Cependant, je l'ai lu très facilement hein, et très rapidement, j'ai pas passé un mauvais moment, et c'est pour ça que je lui attribue la note de 6 sur 10. On passe ensuite à un classique, cette fois-ci de la littérature russe, j'ai nommé Le Joueur de Dostoïevski. Alors Dostoïevski, c'est un des auteurs que j'ai le plus envie de lire. La littérature russe et globalement la culture russe m'intéresse énormément. En ce moment d'ailleurs j'apprends le russe. Bon, toute proportion gardée, hein. J'apprends quelques mots de russe, voilà. Je ne vais pas lire Dostoïevski en russe tout de suite. Dostoïevski, donc, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. J'adore les romanciers russes, les grandes sagas familiales du type Tolstoï. Et Dostoïevski, pour moi, c'était vraiment genre l'auteur russe à lire. Il a un nom magnifique, Fyodor Dostoïevski, enfin, bref. Je vais arrêter de m'extasier, et tout le monde en parle aussi, tout le monde en parle. Et j'avais commencé les Frères Karamazov, je l'ai commencé 2 fois. Je ne l'ai jamais terminé. Je me suis arrêtée au bout de 250 pages. C'est beaucoup trop long. Ouais, ça traîne en longueur en fait. J'aime beaucoup l'univers russe que crée Dostoïevski au début de ses histoires, mais ça dure trop. En fait, la description des caractères des personnages dure trop. J'ai lu Le Joueur, c'était pas prévu, mais je voulais le lire depuis longtemps, mais je n'avais pas, je possédais pas le bouquin, et là il se trouve que je suis entrée en possession de ce livre. J'avais vu un reportage sur YouTube sur justement Le Joueur et les conditions d'écriture de ce court roman de Dostoïevski. En fait, il faut savoir que Dostoïevski était lui-même un joueur et qui s'est inspiré de sa vie réelle pour écrire ce roman. Il était vraiment au bout du bout avec son éditeur à ce moment-là. Son éditeur lui a dit « Écoute, si tu ne me ponds pas un roman dans les 2 mois, tous tes droits de tous tes autres livres m'appartiennent. » Donc Dostoïevski s'est activé parce qu'il était vraiment en rate d'argent. Il a pondu ce bouquin en quelques mois, ou en 2 mois je crois, ou 1 mois, je sais plus. Donc un court roman qui, même s'il est court, est quand même un peu chiant. Je suis désolée, mais franchement, l'histoire des jeux d'argent met tellement de pages à s'installer. C'est un roman de, je sais pas moi, 250 pages, et au bout de la 50e page, on n'est toujours pas rentré dans le jeu. On est toujours dans la présentation des personnages, dans leurs relations, les interactions qu'ils ont entre eux. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on n'est pas complètement dans la Russie, on est dans un contexte européen avec un personnage anglais, un personnage français, un personnage allemand, on se situe en Allemagne. Dostoïevski, aimant le français et le parlant, il met des phrases de français dans son récit, donc j'adore. Bon là, c'est une traduction française, tout est en français, mais lorsque c'est en français dans le texte d'origine, c'est indiqué en italique. Il y a des moments vraiment fulgurants où là, on se prend au jeu, c'est le cas de le dire, c'est notamment les moments de jeu lorsque le personnage principal, qui est aussi le narrateur, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il a encore un nom russe. Ah oui, voilà, c'est Alexis Ivanovitch. Quand Alexis Ivanovitch joue, pour les autres en plus, c'est pas toujours pour lui, il y a une espèce de frénésie qui s'installe, et je trouve que la frénésie du jeu est bien retranscrite. Dostoïevski a toujours une faculté à écrire des personnages, à créer des personnages. De ce point de vue-là, les personnages sont bons. Mais sinon, je trouve que l'intrigue, voilà, patine beaucoup. Je lui mets un 6 sur 10. Je vais vous présenter un livre que je vais faire étudier à mes élèves lors de la dernière séquence de cours sur la comédie. Et donc c'est un livre que j'ai relu également. Je l'avais étudié déjà en première et j'ai eu envie donc de le faire étudier à mes élèves parce que c'est une comédie, pièce de théâtre, qui croise plein de sujets que j'affectionne particulièrement, et il s'agit de Art de Yasmina Reza, une pièce très courte. Je vous recommande chaudement l'adaptation qui en a été faite sur les planches en 1994 avec Fabrice Lucchini et Pierre Arditi, et vraiment elle est jubilatoire cette adaptation. Typiquement quand on lit la pièce, c'est drôle mais voilà, on va pas rire aux éclats, il faut que ce soit joué. Vraiment c'est une pièce, pour que ce soit drôle il faut que ce soit joué, il faut qu'il y ait les mimiques, il faut que les personnages parlent avec des intentions de jeu, enfin vraiment ils le font super bien. En plus Lucchini et Pierre Arditi, enfin voilà quoi. Alors cette pièce de théâtre, de quoi parle-t-elle? Eh bien elle parle d'art, attention, art entre guillemets. Le pitch, c'est que donc 3 amis, Marc, Serge et Yvan, se retrouvent. Le sujet central en fait c'est Serge qui a acheté une toile
blanche avec des liserés blancs, super cher, voilà, de l'art contemporain hein, tel qu'on connaît. Et Marc, mais est vraiment genre dégoûté de cet achat. Il lui dit mais pourquoi t'as mis autant d'argent dans un truc nul quoi, enfin c'est quelle vanité que ce tableau. Et Yvan, lui qui est toujours suisse dans les conflits entre les deux hommes, et ben au début il va flatter un peu l'ego de Serge, il dira ah non c'est bien, c'est un bon achat, puis après il va finir par moduler son jugement et arriver à la vérité, à ce qu'il pense réellement. C'est une merde blanche, je cite. J'aime énormément cette pièce parce que d'une part, elle va critiquer justement le marché de l'art dans notre société, qui peut être absolument absurde, et c'est plus globalement une critique du concept de beau aujourd'hui qui est énormément remis en question. Pour moi, il y a un beau universel et aujourd'hui, on veut déconstruire cette idée de beau universel, c'est-à-dire que tout peut être art, mais je suis désolée, une toile blanche avec des liserés blancs, non, ce n'est pas de l'art, c'est un crépi de maison, voilà. J'aime beaucoup cette première critique, ou en tout cas réflexion sur l'art moderne et le beau, et en même temps, on a l'histoire d'une amitié qui se dégrade, et je ne vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais d'une amitié qui se dégrade et des difficultés qu'on peut avoir dans une amitié, et notamment le fait que l'autre soit jaloux, ou le fait que l'autre soit condescendant. Et je trouve que c'est une pièce de théâtre sur les relations. Je mettrais en parallèle avec, par exemple, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Je trouve que c'est des pièces qui parlent bien des relations. Alors, chez Lagarce, c'est quand même un drame, donc c'est pas vraiment une comédie, c'est pas drôle, mais il y a quand même ce conflit entre les personnes proches. Chez Lagarce, c'est la famille, ici, c'est les amis. Je vous recommande chaudement cette pièce, qui est très courte, et surtout, l'adaptation avec Lucchini et Arditi, qui est vraiment génial. Ensuite, on va passer à un autre genre et on va passer à du roman graphique. Ce roman graphique, donc une adaptation de la dystopie de George Orwell, 1984. Alors, je pensais pas du tout lire ce roman graphique parce qu'il ne m'appartient pas. En réalité, c'est une élève qui me l'a prêté parce qu'en cours, nous faisons actuellement une séquence sur la dystopie. Et donc j'aurais fait un extrait de 1984 de George Orwell que j'ai lu. Elle a beaucoup de livres chez elle et elle connaissait la dystopie grâce en partie à ce roman graphique et donc elle me l'a prêté. Je trouve que c'est une plutôt chouette adaptation de la dystopie. Alors 1984 c'est pas un livre que j'ai franchement apprécié, trop sombre pour moi. Ça se finissait de façon un peu floue pour que vraiment j'adhère. Et c'est un peu ce que je retrouve aussi dans cette bande dessinée. Et ce que j'aime, encore une fois, ce sont les graphismes. Je trouve que c'est très bien fait, il y a un jeu sur les couleurs, sur les caméos de couleurs. Par exemple, vous voyez ici, tout est en noir et blanc, mais il y a juste la figure de Big Brother qui est en rouge et noir. Pour ceux qui n'ont pas lu la dystopie originelle, c'est en fait un monde futuriste, puisque George Orwell a écrit cette dystopie dans les années 40 et il imaginait que ça se passe en 1984. Pour nous c'est évidemment le passé mais pour lui c'était le futur. C'est un monde, anciennement l'Angleterre, qui est dirigé par un dictateur qui s'appelle Big Brother mais qu'on n'a jamais vu et en fait toute la société est surveillée, cadenassée. L'amour a disparu, enfin on n'a plus le droit de faire l'amour, on est surveillé, on peut pas dire ce qu'on veut. Donc il y a vraiment des, vous voyez, des doubles pages aussi comme ça qui font tableau, qui sont vraiment gigantesques avec de belles couleurs, enfin j'aime beaucoup. C'est très graphique pour le coup, il y a vraiment que des traits de crayon, de pinceau presque, je sais pas avec quoi c'est fait, mais c'est vachement bien. Là j'ai l'impression que c'est un Stormtrooper, le garde là. On va suivre dans cette histoire un certain Winston, dont le nom n'est pas innocent puisqu'il rappelle le Premier ministre d'Angleterre, donc là il y a Big Brother. Winston, lui, va se rendre compte qu'il est contre ce système et il va essayer de lutter et une des manières de lutter pour lui c'est notamment de faire l'amour avec une femme qu'il va rencontrer qui s'appelle Julia. Et j'ai éprouvé un certain plaisir à redécouvrir cette dystopie sous cette forme et surtout, il y a un truc vachement sympa à la fin, c'est ce qu'on appelle un pop-up. Voilà, donc une construction en 3D à la fin du bouquin, très joli. J'aime bien ce genre de truc un peu fancy à la fin des livres. Donc je trouve que c'est un bon roman graphique et si vous avez envie de faire lire la dystopie à quelqu'un, mais quelqu'un qui aime pas trop lire, je pense que c'est une bonne idée de passer par l'image parce que le roman graphique est quand même assez exhaustif et surtout assez fidèle, je trouve, à la dystopie. Et moi ça m'a aidé aussi à mieux comprendre certains aspects que j'avais pas compris en lisant la dystopie sans images. Et je trouve que typiquement la dystopie c'est un genre qui nécessite d'être représenté pour être bien compris. Alors ensuite on va passer dans du lourd. Je vais d'abord parler des 2 derniers tomes de Blackwater, donc la saga que j'ai terminée ce mois-ci. J'ai lu les 6 tomes en moins d'1 mois.
de mi-janvier à mi-février. Et donc j'ai lu La Fortune, le volume 5 et Pluie, le volume 6 et la fin. Enfin de Blackwater, on sait ce qui se passe à la fin, le mystère, ce qui se passe. Je vous avoue que le rythme s'est un peu ralenti déjà depuis le tome 4, mais surtout j'ai trouvé dans le tome 5 et le tome 6, ce qui nuit un petit peu à la qualité de la série, mais c'est souvent comme ça à la fin d'une série de livres ou d'une série télévisée. Mais il y a toujours autant d'inventivité, de surprises au niveau notamment des relations entre les personnages. Ce qui est génial avec la fin, c'est qu'elle ne dévoile pas tout. Et t'es là, t'es frustré en fait parce qu'il y a un mystère dans toute cette saga que je ne vais pas vous révéler, mais il y a un mystère et à la fin je trouve que c'est qu'à moitié dévoilé en fait, on sait toujours pas tout. J'ai quand même adoré ces 2 tomes de Blackwater qui restent pour moi l'une de mes meilleures lectures de ce début d'année 2025, donc je mettrai 9 sur 10 toujours. Et je m'apprête à lire les autres ouvrages de Michael McDowell, publié chez la magnifique maison d'édition Toussaint l'Ouverture, qui est vraiment... Mais regardez-moi ces couvertures, c'est incroyable. Regardez-moi la tête de la femme, c'est doré. Là, il y a un œil parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui perd son œil. Pour terminer avec la beauté des livres, je vais vous mentionner un roman graphique. Et il s'agit donc de Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Alors, c'est un roman graphique qu'on m'a offert pour mon anniversaire et que j'avais vu depuis plusieurs mois en librairie, on le voyait partout celui-là. Et je me suis dit, ouais, est-ce que ça va vraiment me plaire? J'ai été transportée, mais vraiment transportée. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que c'est l'histoire d'une femme qui a réellement vécu au début du XXe siècle, à savoir Anaïs Nin, une écrivaine, et elle est reconnue notamment pour son journal intime qui a caractère érotique. C'est une femme extrêmement libre, qui a plein de relations alors qu'elle est mariée, et en même temps, elle arrive à combiner tout cela. Un caractère très sulfureux chez cette femme, même scandaleux. Et pour autant, les hommes autour d'elle sont tous fascinés et vont tous s'accrocher à elle. Et en même temps, il y a toute une réflexion sur ce que c'est que l'écriture, l'inspiration. C'est un livre très poétique. Je dirais même extrêmement poétique. Anaïs Nin est même toujours représentée avec son double maléfique presque. Et elle écrit donc dans son journal en fait ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, ses pensées. C'est son journal intime qui fait l'objet en fait de convoitises dans cette histoire. C'est absolument magnifique, la technique de dessin est vraiment géniale parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est mais on dirait des crayons de couleur. Et au départ j'étais pas trop fan de la tête des personnages mais en fait plus ça avance et plus je trouve ça magnifique. Il y a des doubles pages très créatives, les coups de crayon sont visibles, c'est beau, c'est doux, c'est poétique, il y a des doubles pages un peu comme ça aussi. C'est beau, voilà, c'est juste super beau, c'est très sensuel aussi. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un roman graphique pour les adultes, hein, voilà. Il y a du sexe là-dedans, de l'érotisme, mais c'est magnifique, c'est très bien représenté, c'est très poétique, c'est doux, c'est sulfureux, c'est sensuel. J'ai vraiment été convaincue par ce roman graphique qui arrive bien à capter le mouvement de la vie. C'est ce que j'ai ressenti. En symbiose avec la nature aussi, il y a énormément de représentations d'éléments naturels dans ce roman graphique. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 9 sur 10. Voilà pour toutes mes lectures de février et on entame donc la prochaine fois le mois de mars. J'espère que vous aussi vous avez fait de belles lectures en février, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.